Ce côté, voilà, là j'ai besoin de souffler, prenez-le. Et en même temps, une fois qu'il est plus là, ce côté, j'ai besoin de l'avoir tout de suite. Enfin voilà, j'ai besoin de retrouver ces moments où à regarder des photos. Enfin, c'est cette ambivalence dont on parle, dont on dit toute la journée on a envie qu'il fasse la sieste. Quand il l'a fait enfin, en fait, tu fais que regarder des photos de ton bébé parce qu'il te manque. Enfin, ça n'a aucun sens. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Mathilde. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Merci Mathilde de venir. Peut-être je spoil la suite de l'épisode, mais t'es enceinte de quelques mois là. Oui. T'es montée jusqu'à mon 4e étage. Merci à toi. C'est cool. Les pauvres poumons. Les pauvres poumons. Mathilde, tu m'as envoyé un mail en juillet dernier, hein, donc ça fait un petit bail. Ça fait un petit bail. Et t'étais pas encore enceinte, donc à ce moment-là, un mail intitulé Ambivalence maternelle. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça raconte là? Donc je suis allé jeter un œil et en fait, effectivement, tu me racontais un petit peu, peut-être que tu vas l'expliquer avec tes mots un peu mieux, mais que t'as des ups et t'as des downs en fait par rapport à la maternité en tant que telle. Ouais, tout à fait. Je développe maintenant. Bah tu peux y aller. T'as 26 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as 26 ans et c'est ça. Donc et j'ai un petit bout de 1 an et 1 mois maintenant. Ok. Bon, bientôt, allez, dans 3 jours. Un petit bout, j'aime bien. C'est ça. Ouais. Un petit bout. Maintenant, on l'appelle le petit garçon quand même, parce qu'il a une tête. Il est grand. Il fait grand. Ah ouais. Ah, il marche, il parle, enfin il papote. Bah, c'est le concept, hein. Ouais, c'est ça. Ça va pas s'arrêter en plus, hein. Incroyable. Mais ouais, non, oui, je t'ai écrit ça parce que, alors, ambivalence maternelle, c'est le mot que je mets derrière et c'est ce que je ressens quand je l'éprouve. Mais ouais, alors, des ups et des downs. Par rapport à la maternité, non. Parce que j'ai pas ce côté où je regrette d'être maman, du tout. Du tout, c'est un rôle dans lequel je me fonde bien et j'ai l'impression que, enfin, on en discutera peut-être après, mais j'ai toujours voulu l'être et j'ai pas ce regret ni ce côté mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin ça fait partie de moi et c'est vraiment mais ouais, ambivalence maternelle plutôt dans le sens où j'adore mon fils. Vraiment, j'ai un amour alors, je sais pas si c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel, mais je l'aime de tout mon cœur. Et j'adore et je chéris les moments qu'on passe ensemble. Vraiment, j'adore ça. Mais on sent le mais arriver. J'attendais le mais. C'est ça, il va arriver. Mais je suis aussi humaine et je découvre des limites en moi. Alors moi, j'ai toujours aimé les enfants. Et j'ai toujours passé beaucoup de temps avec les enfants, mais parce que j'aime ça. J'étais animatrice, j'ai gardé des enfants, enfin okay. Voilà. C'était pas forcément par mimétisme.
Non, vraiment par C'est plaisir. souvent, il peut y avoir un peu un mimétisme. Alors sûrement, ma maman est maîtresse de maternelle, donc je pense que ça a quand même joué. Je pense que ça a quand même joué. Mais j'ai toujours apprécié la compagnie des enfants. J'ai toujours adoré aller dans la classe de ma maman, m'occuper des enfants. Enfin, j'ai vraiment un attrait pour les enfants. J'ai songé à même travailler là-dedans. Okay. Mais j'ai quand même ce côté où je me suis dit, ça va être compliqué au niveau patience. Donc déjà ça, je l'avais. Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être compliqué au niveau patience avec mes propres enfants à moi. Enfin, c'est pas que j'ai jamais pensé, mais c'est juste que pas à ce point-là et pas sous cette forme-là, on va dire. Est-ce que tu te disais que justement cet amour inconditionnel, il compenserait quelque part ce manque de patience d'une manière ou d'une autre? Peut-être. Après, ouais. Non, là, c'est surtout que ça met dans des états incroyables, quoi. Et non, mais vraiment. Puis avec la fatigue, Alexandre, il a pas dormi. Avant ces 10 mois, il a pas fait de nuit complète. Okay. Enfin, il nous en a fait quelques-unes en mode hey, je vais faire des nuits complètes maintenant, et en fait pas du tout. Juste pour te donner l'illusion, c'est ça. Alors après, on n'est pas les pires, hein. Clairement, on est loin d'être à plaindre parce que j'ai entendu des histoires de parents qui s'en étaient pas sortis avant des années. Oui. Là pour l'instant, il nous fait une petite période d'accalmie où il dort où il dort la nuit, c'est incroyable. Mais sinon, en fait, il avait tendance à se réveiller sous le coup de 3-4 heures du matin pour boire son biberon. Et puis après, les périodes où il était malade, c'était un enfer, il se réveillait toutes les heures, etc. Donc on a été dans ça, c'est un des trucs, tu m'arrêteras hein, si je vais dans tous les sens. C'est un des trucs qui a été vraiment dur pour moi, notamment en tant que maman, c'est la fatigue. Moi, je dors, j'ai besoin de sommeil. Enfin, clairement. Et mon mari aussi. Donc en plus, on est deux. Mais on a besoin de sommeil. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil pour être vraiment opérationnel. Bien. Et du coup, c'est vrai que entre la période où ils sont nourrissons, où tu dors clairement très très peu, et la période ensuite après, où du coup, il a pas tant dormi que ça, c'est vrai que du coup, moi, clairement, ça joue sur la patience, hein, la fatigue. Ouais. Et c'est vrai que quand je t'ai écrit ce message, c'était ce que j'avais en tête, c'est vraiment ce côté, voilà, je l'aime de tout mon cœur et j'ai vraiment envie de passer tout mon temps avec lui parce que je l'aime, j'ai envie de profiter de lui, vraiment, j'ai envie de ça, de cette relation et de ce temps partagé où on passe des super moments, c'est génial. Et il y a des fois, mais alors, je n'en peux plus, mais je n'en peux plus à en pleurer, à devoir faire ce que font beaucoup de parents. J'ai écouté le dernier podcast que tu as fait, notamment avec ce conseil de la sage-femme qui disait quand vous en pouvez plus, vous posez le bébé dans le berceau. Mais c'est tout à fait ça en fait. Et c'est pareil comme tous les parents avant. Moi, je me suis dit mais ça ne m'arrivera jamais. Et ce côté où vraiment ça me prend aux tripes, et vraiment ce côté où t'as besoin de je sais pas, ça sort de toutes les parts de ton corps et tu le claquerais contre le mur, où vraiment t'as besoin et en même temps, tu vois, de pas savoir appeler à l'aide, tu vois, dans ce genre de moment. Enfin, cette ambivalence, voilà, de se dire, là, j'ai vraiment besoin. Nous, on l'a fait garder de temps en temps quand on sentait qu'on avait besoin d'être tous les deux, ou quand on sentait qu'on avait besoin de plus être avec lui. Alors nos parents sont pas dans le coin, donc du coup c'était ou un week-end ou enfin voilà. Ouais. Mais on n'a pas hésité à appeler de temps en temps à l'aide quand même en disant là vous seriez pas dispo genre là maintenant un week-end. Des amis ou t'es... Ouais, en fait on a déménagé à Caen il y a pas longtemps, donc du coup on a vraiment pas beaucoup de proches sur place. On a une très bonne pote qui vient d'arriver. Mais sinon, on est vraiment un peu tout seul. Ouais. Et j'avoue que moi, au début, confier un tout petit nourrisson à une babysitter que je connais pas, je le sentais pas trop. Donc, pas par rapport à la babysitter, mais plutôt par rapport à moi, je pense. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'autant les parents, sans problème, et du coup, ou des gens de vraiment confiance qu'on connaît depuis longtemps. Donc vraiment, ce côté, voilà, là, j'ai besoin de souffler, prenez-le. Et en même temps, une fois qu'il est plus là, ce côté... j'ai besoin de l'avoir tout de suite. Enfin voilà, j'ai besoin de retrouver ces moments où à regarder des photos. Enfin, c'est cette ambivalence dont on parle, dont on dit toute la journée on a envie qu'il fasse la sieste. Quand il l'a fait enfin, en fait, tu fais que regarder des photos de ton bébé parce qu'il te manque. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est ça où je trouve complètement fou dans le cérébralement, ce côté, cette ambivalence, voilà, cérébrale de je veux passer du temps de qualité avec lui et vraiment très souvent. Je peux plus le voir en peinture. C'est vraiment ce côté et en même temps tu cesses jamais de l'aimer,
Je sais pas si je suis très claire. Ah, mais si, c'est très clair. Mais je trouve ça trop bien d'en parler, en fait, parce que pour moi, il y a beaucoup de culpabilité autour de ça, à devoir être une maman indigne, justement, ne pas être une maman indigne et d'être une mère parfaite. Et je trouve que c'est super que, tu vois, tu viennes prendre la parole, il y a d'autres podcasts, etc., pour venir dire, mais en fait, tu peux à la fois être dingo de ton enfant et en même temps et dingo au sens de l'aimer de manière inconditionnelle, et en même temps d'avoir besoin aussi d'une soupape de décompression, parce que ça prend du temps, de l'énergie, ça mange extrêmement toute ta patience, etc. Je trouve ça chouette de venir en parler. Mais tu vois, tout à l'heure tu disais, pour moi il y a un truc important, c'est que tu vois, tu disais je pourrais le prendre et je pourrais le claquer contre le mur et tout, et je trouve que cette violence-là, j'ai fait un épisode de podcast et j'en ai 2-3 à venir chez les darons, autour de la violence que les hommes ont aussi, tu vois, en eux, et que t'as tendance à réfréner, sur lequel tu vas t'asseoir le plus possible, parce que c'est pas beau la violence, mais en fait si tu la regardes pas en face, si tu regardes pas en face ta colère, ça ne fait que à un moment donné elle va sortir de façon pas maîtrisée, en fait. Comment tu te regardes, toi, quand tu sens en fait que t'as cette violence-là qui monte en toi? Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, ça passe super bien avec Alexandre. Je sais pas de quoi c'est dû, mais à quoi c'est dû. Il y a des phases, hein. Ouais, il y a des phases plutôt plus difficiles que d'autres. Là, on le fait garder ce week-end, mais plutôt par commodité, parce qu'il faut qu'on fasse de la peinture et que c'est impossible avec Alexandre dans nos pètes. Là, j'ai pas envie de le faire garder ce week-end, par exemple. Okay. mais elle est dure, cette question. Ouais, elle est dure, cette question. Et pourtant, je suis vraiment convaincu que sociétalement, il faut qu'on bien sûr. La regarde en face, en fait, cette violence et cette colère, quoi. Ouais, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était Alexandre, il a fait une période de frustration. Il découvrait la frustration et du coup, il se jetait il se jetait dans le vide en hurlant. et ça a décuplé quand il était fatigué. Et c'était un soir où j'étais trop contente, j'avais fini un peu plus tôt exprès parce que je devais finir tard, et je m'étais arrangée exprès pour finir tôt, pour passer du temps avec lui, parce qu'on va le chercher à la crèche entre 17h30 et 18h. Ouais. Et du coup, en fait, il est déjà épuisé. Clairement, quand on rentre, c'est la guerre et tout. Et du coup, là, je m'étais dit, cool, je vais pouvoir le chercher vers 17h et tout, ça va être trop bien. Et en fait, de 17h à 18h45, 19h, il a hurlé. Du début à la fin, sans que je ne sache pourquoi. Impossible de savoir. Et vraiment, mais hurler. Et au-delà de ça, c'était vraiment, vu que c'était de la frustration, parce que ça se voyait que c'était de la frustration, je ne savais pas à quoi elle était due, mais c'était de la frustration. Et il est à un âge où tu peux pas lui dire, explique-moi, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que tu veux rentrer dans le dialogue, Et à un moment, j'ai hurlé. Mais vraiment, j'ai hurlé parce que j'étais là, mais c'est pas possible. Mais j'ai pas crié de mots. J'ai juste dit, tu veux que tu cries? Vas-y, je crie aussi. Et c'est immature comme raisonnement. Et en même temps, c'est la violence qu'on reçoit et qu'on ressent, qu'on a envie de sortir, que ce soit, par cri, on a envie de le frapper contre le mur, mais c'est parce que, en fait, ça nous fait sortir des émotions. Et des pensées. C'est ça. Et en tant que parent, du coup, c'est ça, c'est se dire, calmement. Et évidemment, ça a été improductif. Ça avait pire que mieux. On est d'accord que. Et en tant que parent, on se regarde, on se dit, mais c'est moi l'adulte. C'est moi. Je suis pas censée. Non, c'est débile cette réaction. Et en même temps, il y a un moment où. C'est pas débile. Non, c'est juste viscéral. Ouais. C'est humain. Mais ce côté, réussir à lui dire, là, mon chéri, en fait, j'en peux plus. Je comprends pas ce que tu veux. Dis-moi pourquoi. Mais en fait, tu vois, à cet âge-là, ils peuvent pas te dire. Enfin, c'est leur manière d'exprimer la chose. Oh, plus tard aussi, ils sont pas forcément le dire. C'est sûr. Même s'ils savent parler. Je me dis peut-être doué de parole, ça aide. Oui et non, hein. Tu vois, même nous, en tant qu'adultes, je crois que c'est compliqué de mettre le doigt sur les émotions et tout, tu vois. Je crois que c'est dur, c'est un vrai apprentissage pour les enfants de leur expliquer les émotions, et faut que soi-même, déjà, en tant que parent, on ait fait ce travail-là, quoi, tu vois. Oui. C'est dur. C'est très, très compliqué. C'est sûr. Mais ouais. Mais donc, non, je pense que c'est important de pas lui laisser prendre toute la place à cette violence, parce que moi, c'est pas la manière dont j'ai envie de communiquer avec mon enfant, et c'est pas la manière dont j'aime communiquer tout court. Mais c'est important aussi de savoir exprimer qu'on a ces émotions-là,
Mais Tu te sens en échec quand il se passe comme ça, une soirée comme ça? Bien sûr, surtout là, celle-ci, je l'ai en tête. Ça me troue le cœur de savoir que je lui ai crié dessus alors qu'il pouvait rien, ce pauvre enfant. Enfin, c'est surtout que c'est mon pauvre enfant. mais non, pour le coup, si, bien sûr, évidemment. Et c'est, comme je disais, la fois où je t'ai écrit ce mail et où j'étais vraiment, où je venais d'avoir ces émotions-là et où vraiment ça m'avait saisie. J'avais cette super amie à côté que j'aurais pu appeler, que j'ai appelé. Je lui ai envoyé un message en disant écoute là, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux être là dans une demi-heure, prendre un relais et tout. Et j'ai décommandé. Parce qu'en fait, 15 minutes après, ça allait un peu mieux. Et j'avais trop honte. Et j'avais trop honte d'être dans cet état-là et en même temps de me dire que je pouvais pas gérer. Et en même temps, je peux gérer, je le sais. Ça, c'est cette ambivalence-là, c'est fou comment on peut se twister le cerveau des fois. C'est dur de demander à l'aide? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et à la fois, tu vois, je sais le faire. Aussi à ce moment-là? Je suis pas sûre. Je pense que c'est juste, peut-être qu'on se prouve à soi-même aussi. Enfin, peut-être à ce côté, c'est aussi envers soi-même. Évidemment, c'est envers les autres. Mais cet ami-là, j'ai rien à lui cacher. Je peux tout à fait lui dire ce qui se passe sans problème. Oui, tu peux lui dire que t'es au bout du rôle. Okay. Ouais, tout à fait. C'est une très très bonne amie. Mais tu vois, en même temps, j'ose dire à mes parents que là, ça va pas du tout et qu'il faut qu'ils le gardent parce que, enfin, ça va pas du tout, que j'ai besoin d'une pause. Mais je pense que là, ce jour-là, j'avais besoin de me prouver que ça allait le faire et que je pouvais. Alors que clairement, enfin, mon mari était en déplacement, donc du coup, j'avais pas de backup. Et après, je pense que la crise était passée aussi. Donc t'as ce côté, la crise est passée, donc bah allez, c'est bon, ça va le faire. Et cette ambivalence de bah c'est bon, la crise est passée, ça va mieux. Donc enfin, tu vois, vraiment une ambivalence, un twist de cerveau qui est, enfin du moins chez moi, qui est vraiment présent quoi. Et qui est pas là tout le temps, parce que clairement là ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti, mais qui au début en tout cas était très très souvent là, je pense avec la fatigue aussi plus. Mais ouais, vraiment un twist cérébral. Et ça t'a pas empêché d'en faire un deuxième? Non. On va reparler un peu après si tu veux. Soyons fous. Mais j'aimerais bien te demander un peu d'où vient ce désir de maternité. Ouais, bien sûr. J'ai toujours voulu avoir des enfants. En fait, c'est jamais une question que je me suis posée. Comme je te disais, j'aime beaucoup en fait m'occuper d'enfants. J'ai ce plaisir en fait d'être avec des enfants et j'ai hésité à en faire mon métier. Après, c'est vrai que je suis pas très discipline et que j'ai vu aussi tous les côtés négatifs parce que ma mère était maîtresse de maternelle. T'es pas très discipline, t'as dit, ou t'es pas très disciplinée? Non, discipline. Ah oui, okay. J'ai du mal à gérer un groupe conséquent d'enfants parce que j'ai hésité à être maîtresse et en fait je sais que voilà les côtés négatifs m'auraient pas forcément plu. Et puis c'est pas tes enfants. Et c'est pas tes enfants, c'est vrai. Mais je me suis occupée d'enfants qui étaient pas mes enfants. J'ai été animatrice de colo, de machin, de trucs pendant des années. Quand j'avais 13-14 ans, je rêvais de faire du babysitting. Je dis je rêvais parce que mes parents connaissaient pas grand monde. On a beaucoup déménagé. Et du coup, c'est arrivé, mais très peu. J'étais super frustrée. Quand j'avais 14 ans, je rêvais que de ça. Mais pour t'occuper des enfants ou pour les sous, rien à faire. Okay. Vraiment, juste pour... Ouais, je sais pas, j'avais envie de... Ouais, ça me faisait plaisir de passer du temps en leur compagnie, d'organiser des activités, de faire des trucs comme ça. Ça m'a toujours plu. Et donc, ça a jamais été vraiment une question. J'ai rencontré mon mari à 19 ans et demi, 20 ans. Et donc aujourd'hui on est mariés et en fait j'ai pas eu j'ai rien eu avant lui. C'était ton premier chéri? Ouais, c'est mon premier chéri et en fait c'est parce que j'éprouvais pas grand chose j'éprouvais pas d'attirance envers les garçons, tant et si bien qu'à un moment je me suis dit est-ce que j'aime les filles? Non. Bon, d'accord. Et en fait je trouvais pas même tu vois quand on est ado souvent on dit tel acteur il est incroyable, je suis trop amoureuse et tout. Moi pas du tout. Enfin vraiment j'avais pas d'attirance, de machin, de trucs. Même quand j'ai embrassé des garçons c'était pas bon voilà quoi. Et tant et si bien que tu vois à 19-20 ans je me suis dit en soi si je trouve personne est-ce que c'est grave? Bon non, parce que j'avais appris à aimer ma propre compagnie, je m'aimais bien, je vivais bien toute seule, en plus j'avais un appart, je faisais ma petite vie et tout, et je m'étais dit mais par contre c'était pas dur pour toi de te dire
Bah, t'avais tes potes et j'imagine qu'il y avait des mecs, etc. Pas du tout. Tu te sentais pas de mise de côté? Ok. Pas du tout. Au début, Il y a un truc social, tu vois. Au début, si, mais tu vois, il y a un âge où vraiment j'ai laissé tomber un peu, tu vois. Je me suis dit, en vrai, ça va, je vais bien, je le vis bien et tout. Et du coup, vraiment, il y a un moment où pas j'ai laissé tomber. Si, parce que je cherchais pas, tu vois. Je me suis dit, en fait, j'ai accepté le fait que ça me dérangeait pas d'être toute seule et que c'était bien et qu'il y avait pas de problème. Mais par contre, tu vois, il y avait ce côté, si je trouve personne, je trouverai le moyen de faire un bébé toute seule, tu vois. Et j'aurais un bébé toute seule. Et j'avais vraiment ce côté, tu vois, le mec, j'en avais pas besoin. Non, mais tu vois, je trouvais ça génial. Mes parents, ils se sont rencontrés à 15 ans. Ils ont été, on en reparlera après, mais j'ai un schéma familial où ils se sont mariés hyper jeunes aussi. Ils ont eu des enfants jeunes. Donc, du coup, ils sont toujours ensemble et ils sont extrêmement amoureux, ça se voit. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, t'as ce schéma idéal des parents comme ça. Mais tu vois, moi, je me suis dit, ça m'arrive pas à moi, c'est pas grave, tu vois. Enfin, en soi, okay, tu c'est tout. Bien. À partir d'un certain âge, ouais. Je l'ai accepté. Il y a un moment où je me suis dit, quid, enfin c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, j'aurais pas pu m'imaginer sans enfant, tu vois. Tellement pour moi c'était évident et c'était. Mais alors quand j'y repense, je me dis mais faire un bébé toute seule. Mais moi les parents célibataires, mais je vous admire tellement parce que là les moments où je suis toute seule et où ça va pas du tout, mais enfin c'est mon rock. Je sais pas comment je saurais faire sans lui. Enfin vraiment, je saurais pas. Enfin heureusement qu'on est deux et heureusement parce que moi je suis plus que lui. Il y a des fois où ça se passe très bien et où j'avais besoin d'un relais. Genre vraiment, je lui dis là, tu t'occupes d'Alexandre. Je vais faire un truc, tu t'occupes d'Alexandre. Mais pas parce que j'ai besoin d'un relais sur le moment, quoi. Et si j'étais toute seule, vraiment chapeau, quoi. J'en profite pour faire un appel. Si jamais vous avez fait un bébé toute seule, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail sur daron@fabflorent.com. Je vous attends parce que c'est pareil. En fait, moi, je me dis juste. Waouh, il faut... Ouais, vous êtes incroyable, sachez-le. Parce que c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Et j'aurais jamais imaginé à quel point... Parce que moi, j'aime les enfants, donc je m'étais dit, c'est pas... Ouais, est-ce que t'aimes les enfants que... Non, du tout. t'es capable d'endurer... Ça tout seul. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non. Enfin, en fait, je me dis, c'est une forme de dévouement, de dévotion, tu vois, qui est totale, quoi. Tu vois, et qui est sans doute, tu vois, génial. Mais je me dis, faut, à mon avis, réussir à s'oublier en fait pendant plusieurs années, quoi. Tu vois. Ah ouais. Vous êtes des warriors. Je regarde tout ça avec des grands yeux, tu vois, en disant waouh. Donc bon, voilà, si jamais petit appel. Mais donc toi, tu t'es dit, ok, peut-être à un moment donné, tu t'es vraiment posé cette question. Ah ouais, vraiment. Okay. Et j'avais vraiment, enfin, tu vois, quand j'ai rencontré mon mari du coup actuel, mon mari. On sait jamais, tu sais. C'est ça, on sait jamais. Du coup, mon mari, ouais, j'avais vraiment ce côté. Alors j'ai essayé de m'ouvrir un peu parce que du coup en plus je m'étais fermée, tu vois, j'étais complètement fermée à l'amour, on va dire, parce que de toute façon il y avait rien qui venait, donc pourquoi. Et ouais, non, je l'ai rencontré, c'était incroyable et enfin il était là pour moi, quoi. J'ai énormément de chance. Et lui, je pense qu'il a toujours voulu aussi, enfin il s'est jamais vraiment posé la question non plus, si, il s'est posé la question. Mais il a toujours voulu avoir des enfants aussi. Mais après, ça n'a jamais été une grande discussion pour nous, parce que je pense que c'est venu naturellement. On en a discuté, de se dire, parce qu'on a quand même... C'est toujours mieux d'avoir une discussion. Oui, surtout avant de l'avoir. mais je veux dire, quand on s'est rencontrés, c'était pas... Puis en plus, on était dans des années où on était assez jeunes, donc c'est pas les questions que tu poses au premier date ou je sais pas. Ça peut être, à partir de certain âge, c'est une vraie question. Ouais, c'est pour ça. Mais là, 19 ans, non, on était en pleine étude. On était encore un peu jeunes. Ça m'aurait fait peur, même, je pense. Même si j'en voulais 19 ans, je t'aime. Mais ouais. Ceci dit, t'as eu... Attends, donc ton fiston, tu l'as eu à 24 ? 25. 25, c'est ça ? J'ai 26, je vais avoir 27 cet été. Ouais, c'est ça, 25. Okay. Ouais. Ce qui est plutôt jeune, en fait, par rapport à la moyenne nationale qui tourne autour de 29, si je me trompe pas. Ouais, c'est sûr. Mais après, j'ai eu des parents... En fait, j'ai un modèle, comme je disais, familial, où mes parents m'ont eu jeune. Mes grands-parents ont eu mes parents jeunes. Et enfin, dans ma sphère familiale, autour de moi, tout le monde a eu ses enfants un peu jeunes. Et donc, du coup, ça me paraissait pas... Comment dire ? J'ai pas suivi ce schéma pour ça.
Enfin, j'ai pas suivi un modèle en me disant c'est comme ça qu'on fait. Mais du coup, ça me paraît pas être un peu ovni de faire ça parce que du coup, j'ai grandi dans un schéma où c'est pas bizarre, quoi. Mais ouais, non, c'était le moment, entre guillemets. Bah oui. C'était le moment. Ouais, non, on en avait envie à ce moment-là. Mais ouais, c'est assez jeune. Et en même temps, c'est une envie parce qu'aussi, on avait envie, voilà, de pouvoir profiter de jeunes. Bah oui, du coup. Oui. à l'époque, il y en avait qu'un, mais du coup, voilà, de profiter de jeunes. Et puis, ouais, moi, j'ai apprécié d'avoir cet écart-là avec mes parents, j'ai connu mes grands-parents, vraiment beaucoup. Là, ils sont encore en vie. Et ouais, je sais pas, c'était notre moment, c'était le bon moment pour nous, mais c'était aussi quelque chose qui nous parlait d'avoir des enfants jeunes comme ça. Puis on n'avait pas cette impression de se priver de vivre quoi que ce soit. On avait déjà un peu 30 ans dans nos têtes. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas. On avait un peu 30 ans dans nos têtes. Ça veut dire quoi, ça? Dans le sens où ça te change toute la vie d'avoir un enfant. Non. Comment dire? N'importe quoi. Non, mais ton rythme change complètement. Oui. Et on avait déjà un rythme qui avait commencé à bien changer. Donc, ça allait pas impacter, enfin, évidemment que si. Mais, enfin, on n'était pas, tu vois, à sortir tous les soirs, à partir en voyage énormément, tu vois. On était déjà superposés. Donc, du coup, on s'est dit, bon, en soi, même si ça va nous poser encore plus. Et c'est évidemment des contraintes. Mais en soi, on était déjà dans une vie qui se dirigeait vers ça. Donc, c'était pas, voilà. Ok. Comment s'est passée ta grossesse? Alors, ta première grossesse. Oui, ma première grossesse. Niveau santé, super bien. J'ai pas eu de problème physique ni rien. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être enceinte. Vraiment, j'aime pas ça. C'est un peu un tabou dans la société. Plus maintenant, plus trop maintenant. Ça commence à se. Mais moi, vraiment, T'as le droit de dire que t'aimes pas être enceinte sans qu'on te jette des trucs. Ouais, j'ai à tous mes proches. Franchement, je kiffe pas. Non, je suis pas fan. Vraiment. Qu'est-ce que t'aimes pas? En fait, je suis quelqu'un d'assez actif. Et j'aime bien bouger et tout. Et en fait, ça change beaucoup de choses dans ma vie, la grossesse. Déjà corporellement. Souvent les femmes en fait elles aiment bien voir leur ventre qui s'arrondisse et tout. Moi j'aime pas tous les changements que ça opère en moi physiquement. Je suis contente de voir que mon ventre s'arrondit parce que je sais que c'est mon bébé à l'intérieur et je sais qu'il est là et c'est super. Mais là tu vois j'ai passé le stade où ça y est je me sens moche dans tout. Je peux plus me regarder dans le miroir, enfin si vite fait, tu vois. Je déteste, tu vois, la poitrine, mais rendez-moi mon corps. Moi, j'ai une toute petite poitrine et je l'adore. Et franchement, là, mais j'en peux plus. Et ça, enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est des trucs. En fait, je reconnais pas mon corps et je l'aime pas comme ça. Enfin, même si je sais que je crée la vie, c'est génial, machin et tout. Mais en fait, t'as le droit de. Ouais, mais c'est de l'ambivalence, je le vis justement. mal, tu vois. Enfin, je le vis mal. Enfin, je suis pas bien dans mon corps et tu vois, je m'étais dit, je vais m'acheter des vêtements de grossesse pour me sentir bien et tout. Mais en fait, quoi que j'achète, tu vois, bon, j'ai pas fait tous les magasins de la terre, on est d'accord, mais non, c'est juste, il y a ça, il y a ce côté du coup corporel, et il y a ce côté, enfin, mais c'est énorme. Par rapport, oui, c'est énorme. Ouais, il y a ce côté corporel. Non, mais c'est énorme. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin, moi, je, en tant que mec, tu vois, et je trouve que c'est cool aussi que je fasse des interviews de nana, tu vois, pour moi, en tant que mec, ça me paraît lunaire. Ton corps qui change. Ton corps qui change, il y a un avant-après, en fait. Ah, tu vois ouais. Entre ton corps d'avant et ton corps d'après, c'est plus le même corps. Mais ça, tu vois, limite, c'est pas mieux ou moins bien, on s'en fout, c'est juste, tu vois, t'as ce changement-là qui est énorme et que les mecs, déjà, on n'a pas beaucoup, quoi, tu vois, on n'expérimente pas vraiment. Mais tu vois, moi, c'est même pas ça qui est plus dur. C'est pas l'avant-l'après, parce que ça, limite, tu vois, je l'avais intégré et j'ai écouté pas mal de podcasts, de machin, puis on a la chance d'avoir un contenu aujourd'hui qui est incroyable sur ça, heureusement. C'est pas l'avant-l'après, parce que ça, je l'avais accepté. Le fait qu'évidemment, que ton corps va changer, et je l'avais même beaucoup trop anticipé, on reparlera du postpartum, mais je m'étais fait des trucs, j'étais prête, tu vois, au postpartum, j'étais prête. T'avais construit la forteresse. De ouf. Moi, j'ai tendance ça dépend pourquoi, mais j'ai tendance à imaginer les pires trucs en me disant, comme ça, je suis prête. Je suis prête si jamais. Et j'ai pas de déception, je tombe pas de haut, du coup, parce que j'ai imaginé des trucs tellement fous que, du coup, je tombe, mais ça va, tu vois.
Bref, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si. Je vais te demander comment ça se on en reparlera voilà plus avec mon enfant peut-être pas trop mais plutôt par rapport à moi-même là le postpartum et tout et en fait là le plus dur tu vois mais encore là pour cette grossesse là c'est le pendant c'est le corps qui change pendant parce que tu vois limite après j'attends rien de mon corps parce qu'en fait il a donné la vie donc en fait bon courage pour te rétablir mon gars, je vais te donner tout ce que tu peux mais en soi t'as fait un truc de ouf tu vois c'est juste que pendant je sais pas t'as ce côté entre deux tu vois où t'es vraiment dans cette notion un peu hors du temps et puis en plus moi ça m'impacte du coup tous les jours alors j'ai la chance d'avoir des grossesses qui se passent bien physiquement et au niveau santé carrément sur le papier tout va bien mais du coup par rapport à moi Mathilde comment je me meus dans l'espace et comment je rythme mes journées ça n'a rien à voir et même si je suis quelqu'un qui essaye de se poser parce que je sais que c'est important de prendre du temps pour se poser quand on est enceinte et tout j'ai du mal à le faire et ça me mine parce que je déteste m'asseoir dans le canapé et me poser parce que t'es fatiguée c'est ça ouais parce que je suis fatiguée parce que j'ai mal au ventre il faudrait que je fasse un peu attention etc et moi j'ai tendance je suis quelqu'un de très allez on fait ci on fait ça on fait ci on fait ça on fait ci sans être il y a des gens qui sont beaucoup plus hyperactifs que moi mais j'ai la bougeotte quoi et du coup c'est vrai que c'est hyper dur parce que ça impacte mon quotidien alors là on n'est pas encore à l'étape dans cette deuxième grossesse où ça impacte vraiment mais tu vois à la fin de la grossesse j'ai dû être arrêtée parce que j'ai un peu trop bougé justement C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, ton corps te rattrape, quoi. C'est ça. En fait, j'ai essayé de faire attention, j'allais dire. Mais par rapport à faire attention, chacun à son niveau. Tu vois, quand j'y repense, on est allé à Aix-en-Provence, j'étais en 7e mois de grossesse, en train. On avait fait attention quand même. Puis après, on est allé à Lille, puis machin, puis truc. Et en fait, c'est vrai que du coup, et je suis interprète en langue des signes, donc du coup, je prends beaucoup la voiture pour me déplacer. Et même si ma boîte avait fait un peu attention, donc ça c'est cool parce qu'ils étaient vigilants, j'avais 10% de mon temps de travail où je travaillais plus. Donc j'avais une après-midi par semaine ou une matinée. Et donc du coup je bougeais beaucoup en bagnole quand même, je faisais 1 heure de trajet de temps en temps, plusieurs fois par semaine, etc. Donc je bougeais pas mal. J'ai été arrêtée 1 mois et demi avant l'accouchement, donc j'avais 2 semaines alité entre guillemets avant le dernier mois et t'étais alors contente là oh là j'étais mais mon pauvre mari le pauvre parce que du coup il s'est pris toutes les tâches de la maison en plus enfin toutes celles que je faisais en plus parce que on a une répartition des tâches qu'on essaye le plus possible d'être à 50-50. Après, la vie fait que des fois, elle l'est pas trop, mais on y travaille d'arrache-pied. Mais donc, du coup, mine de rien, mon 50% est allé pour lui. Et il avait sa femme qui était insupportable parce qu'elle déteste être allongée. Et donc, du coup, en plus, moi, je sais pas me poser. Tu vois, j'ai du mal aujourd'hui à juste faire une activité cool, tu vois. Donc j'ai vite fait le tour j'ai fait le tour de je sais pas de mon bouquin ou machin. J'ai toujours tendance à faire 2 trucs en même temps. Enfin c'est vraiment j'écoute une série et puis j'écris un truc sur un carnet. Enfin j'ai toujours un truc en fond pour faire. Donc cette génération où il faut toujours un peu de contenu derrière pour cérébralement. Donc là non c'était chaud parce que j'étais alité, j'avais le droit de me lever, mais 30 minutes le matin ou 1 heure le matin, je crois, et des temps de douche et les temps assis comptaient quoi. Donc finalement, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Donc ça a été très dur. Fin de grossesse. Donc voilà, j'aime pas la grossesse. Ok. Je suis pas fan. Je suis pas fan, même si c'est une période. Je reconnais que c'est une période incroyable parce que t'as quand même tu crées un être vivant. Enfin, c'est quand même. C'est un peu de ouf. C'est quand même fou. Et c'est lunaire et c'est incroyable. Mais voilà, très peu pour moi. Tu vois, je te dis ça, je suis à ma 2e grossesse. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que. Après cette première grossesse, j'avais. Mon mari, lui, il est hyper chaud, 3-4 enfants, pas de problème. Ah oui. Ah ouais, moi je lui ai dit, après la première grossesse, je lui avais dit. Tu sais, moi, 4, déjà, c'est un peu mort. 3, on verra. 2, j'aimerais bien. Et après la première grossesse, je lui ai dit, écoute, ou pendant, tu vois, je lui ai dit vraiment,
je suis pas sûre qu'on en refasse un deuxième. Enfin, voilà. Mets-toi dans la tête. Non, mais mets-toi dans la tête que, en fait, puis de toute façon, il m'a bien vu. Il a vu l'état dans lequel j'étais. Que c'était difficile pour moi. Et puis, je savais pas comment on allait gérer ce premier enfant non plus. Donc, du coup, je lui ai vraiment dit, écoute, déjà, moi, la grossesse, c'est l'enfer. Donc, vraiment, on verra, quoi. Hein, on se laisse vivre et puis on verra bien si moi, je me ressens de perdre, entre guillemets, parce que du coup, en termes d'estime de soi, etc., c'est vraiment compliqué pour moi cette période de grossesse. Et de se dire, en fait, c'est des mois où je suis un peu en souffrance quand même, intérieurement. Ouais. Et du coup, je pensais pas à ce point-là. Donc, quand on a fait la première grossesse, on n'avait pas ça en tête. Mais du coup, se dire, si on part sur une deuxième grossesse, on sait que c'est des mois où moi, ça va pas trop, quoi. Où j'ai du mal à gérer mon estime de moi, où je suis un peu déprimée parce que du coup, je peux pas bouger, donc ça impacte mon moral de manière conséquente. Donc on se lancera dedans, mais en sachant que c'est pas rien, quoi. Puis c'est pour une femme, mine de rien, c'est quand même long. C'est beaucoup de temps, une grossesse. Donc à partir du moment où ça commence jusqu'à la fin. C'est plus ou moins 9 mois. Ouais, c'est ça. Mais après t'as aussi la récupération. Donc t'as tout ce côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Environ. C'est ça. Tu perds t'as 1 an de vie entre parenthèses qui est pas ta vie habituelle, où tu as vraiment ce sas magique et cette période un peu hors du temps où t'es pas tant magique en même temps, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ce que t'expliques un peu. T'as les deux, quoi. T'as vraiment, c'est magique parce qu'à la fois, tu vois, t'as des échographies, tu vois ton bébé, tu le sens, c'est génial, ton ventre s'arrondit et tu crées la vie. Donc quand t'arrives à réaliser que tu crées la vie et que c'est incroyable. Mais en même temps, c'est relou par plein d'aspects. Mais voilà. Et t'as le droit de le dire. Oui, et puis je l'assume. Oui. Je l'assume. Tu me parlais de ton postpartum. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça s'est trop bien passé. Okay. C'était trop bien. Non, vraiment bien. Okay. Vraiment bien. Okay. En fait, moi, j'avais pas peur de l'accouchement parce que j'avais ce côté de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera. Se dire en fait j'ai aucune prise. Moi je voulais un accouchement, alors je suis pas très je supporte pas beaucoup la douleur, donc j'étais en mode ok, moi ce sera péri, il y a pas de discussion. et je trouve ça très beau les femmes qui accouchent sans, mais moi je m'y sentais pas. Et du coup on a fait des prépas à l'accouchement et j'avais ce positionnement, tu vois, comme je te disais, blindage, c'est-à-dire que j'avais pas peur de l'accouchement, mais j'ai dit à ma sage-femme, donnez-moi toutes les situations. Tout, vous me décrivez tout, la péridurale, comment ça se fait, c'est quoi l'aiguille, quelle taille, comment, où, et histoire de me dire, si à un moment ils sont en panique dans la salle d'accouchement, ils ont pas le temps de m'expliquer, moi je sais que la ventouse, ça veut dire ça, tu vois, et que du coup il va se passer ça. Donc du coup j'avais vraiment essayé de faire tous les schémas un peu en tête, ça rendait mon mari dingue, parce que vraiment je voulais avoir tous les trucs de comment ça allait se passer, de tous les détails, machin, ok pour l'épisiotomie, où est-ce qu'on coupe, s'ils font ça, voilà, mais vraiment dans l'idée de me dire, si c'est la panique, au moins je sais ce qui va se passer, je sais ce qui va m'arriver, et je suis prête aussi à dire non pas ça, ou voilà, j'étais donc il y a un peu prête. Un côté ok, quoi qu'il arrive, il arrivera ce qu'il arrivera, mais je veux savoir ce qui se passe. Mais il fallait quand même que tu contrôles un peu. En fait je voulais surtout pas être prise au dépourvu sur le moment, tu vois, et du coup avoir du stress qui m'arrivait parce que je savais pas ce qui allait se passer. C'était plutôt de toute façon je sais que je peux pas gérer parce que si de toute façon faut partir en césarienne, ou si de toute façon faut, tu vois, voilà. L'accouchement, moi, physio me faisait pas peur, mais j'avais l'impression que de ce que j'entendais, le postpartum c'était archi hardcore et que tu retrouvais ton corps dans un état mais détruit, quoi. Vraiment, je m'étais imaginé un truc où vraiment ton corps il ressemblait plus à rien, c'était l'enfer, vraiment. Et le postpartum me foutait une trouille et je me disais mais en fait je serais dans un état catastrophique, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui te faisait dire ça ? Je sais pas, je pense que de toute façon il y a moins de non-dits sur le postpartum et ça c'est bien. Mais du coup, je pense que je m'étais imaginé un truc de fou, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est ça qui me faisait peur. J'étais pas paniquée, mais j'avais peur pour le postpartum. Mais vraiment, j'en étais à un point où dire, sinon, je demande une césarienne. Comme ça, ça passe pas par le bas et ça me détruit pas tout le corps, quoi. Alors que pas du tout. Moi, la sage-femme arrêtait pas de me dire, mais vous savez, le corps humain est fait pour ça. J'étais oui, mais bon, quand même, vous vous rendez compte. Mais finalement, j'ai pas fait ce choix-là et puis ça s'est pas trouvé et puis je l'ai pas fait. Et en fait, non, mon postpartum, c'est
s'est super bien passé parce qu'en fait, mon corps, en fait, petit à petit, tandis que la grossesse, moi, je le vois comme je perds de plus en plus mon corps et c'est un corps étranger qui s'installe. Ben là, en fait, du coup, c'était le process inverse. C'est-à-dire que même si c'était pas mon corps d'avant exactement, c'était quand même moi que je retrouvais petit à petit. Et c'était quand même, mine de rien, mon corps qui se remettait, donc même si, tu vois, évidemment que quand tu viens d'accoucher, ton ventre, il est pas plat, évidemment que... Ah oui. Non, mais tu vois, c'est évidemment, mais mine de rien, je sais pas, dans ma tête, j'allais vers le mieux et j'allais vers mon corps, tu vois, quand j'étais enceinte de 9 mois, je pouvais plus vider mon lave-vaisselle, tu vois. Je pouvais plus prendre une douche. Je pouvais plus prendre une douche, m'habiller à la suite. J'étais obligée de prendre une douche, je mettais ma serviette, je m'asseyais, je faisais une pause et après je m'habillais, tu vois. Non mais tu vois, et mine de rien, et du coup ce côté de se dire attends, j'ai pris ma douche toute seule et je me suis habillée après j'ai même pu mettre un masque. Incroyable, tu vois, des petites, en fait, et du coup je vivais ça comme des victoires de me réapproprier en fait cette énergie. Okay. Ce côté de vivre à ma manière et ce côté, tu vois, la première fois j'ai fait des courses avec mon bébé et machin et tout, et tu vois ce côté de se dire mon corps il est capable, il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça, et du coup je l'ai vécu comme l'inverse de la diminution de mes capacités d'énergie. Ok, je comprends. Par rapport à la grossesse, et du coup ça a été facile en fait. Et là, ta deuxième grossesse, ça va mieux? La même chose. Pareil. On dit toujours qu'une grossesse est différente d'une autre, mais mentalement, moi, c'est la même chose. Ok. C'est la même chose. Là, j'arrive au stade où, comme je te disais, c'est physiquement, ça y est, c'est foutu. J'y arrive plus. Non, mais tu vois, c'est pour ça, là, quand je suis arrivée tout à l'heure, je t'ai dit, on est à 5 mois, ouais. Parce que je sais qu'il me reste encore 4 mois. Ouais. Et que ça va être très, très long. Et je veux dire, l'expérience de la première fois, t'adoucis pas un peu cette deuxième grossesse pour le coup? Non, je pense que mentalement en fait je dois vivre le même process, je sais pas, ça doit être des choses qui sont avec ma personnalité difficiles à vivre et du coup où je réagis pareil. Pourtant j'essaye de passer au-dessus, mais je pense que c'est difficile. J'ai hâte que ce soit fini. Et d'avoir 2 enfants désormais. Ouais. Mais alors, raconte-moi un petit peu pourquoi avoir décidé de faire ce deuxième enfant. C'est une grande question. Je sais pas, j'ai été prête super vite. Et alors que j'aurais jamais pensé. On a eu une discussion avec mon mari juste après l'accouchement. Alors déjà, juste après l'accouchement, les gens étaient là. Alors, le petit deuxième, on était là. Hop, vous allez vous calmer tout de suite, vous. Non, mais les gens sont fous. Ils sont incroyables. Mais non, mais par contre, on en a discuté assez rapidement, tous les deux, mais pas en mode juste on était en train d'en discuter. Et puis, et j'ai réalisé qu'en fait, Alexandre devait avoir 2-3 mois. Et j'ai réalisé que j'étais prête en fait, pas que j'étais prête sur le moment, mais que je voulais un deuxième enfant vite, enfin que je voulais un deuxième enfant et que j'étais prête à repasser, gagner à la fin de la première grossesse. Et que j'étais prête à repasser par toutes les étapes par lesquelles je venais de passer, qui n'étaient pas évidentes du coup, puisque moi la grossesse effectivement je sais que voilà c'est pas évident, même si je savais pas si la deuxième serait pareille que la première. Partie du principe que ça pouvait arriver quoi du coup. mais ouais, non, on l'a décidé, on a pris conscience qu'on vous souhaitait un deuxième enfant assez rapidement. Et moi, à 6 mois d'Alexandre, là, j'étais prête. J'étais prête et j'avais un besoin qui était limite viscéral que j'ai pas eu pour Alexandre. Alexandre, on avait envie d'avoir un enfant et on s'est lancé. Mais pour le coup, là, le besoin était un peu viscéral. C'est-à-dire que je voulais un deuxième enfant. Alors en plus, du coup, côté pro, ça se passait pas bien du tout. J'avais repris le travail. Ça se passait pas bien parce que dans ma boîte, ça a commencé à capoter. Du coup, ça a engendré pas mal de souffrance au travail. Et j'avais décidé du coup de quitter la boîte et de me lancer à mon compte. Et j'étais en train de chercher une solution pour me lancer à moitié à mon compte. Et donc du coup, il y avait ce côté où j'avais un tout petit bébé. Je dormais pas parce qu'Alexandre a fait ses nuits très tard. Enfin très tard, à 10 mois. Et en plus, j'avais ce projet du coup de me lancer à mon compte hyper pas sécurité. Enfin, c'est hyper précaire. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas si j'allais avoir des clients. Donc du coup, t'avais toute cette zone-là qui était très floue. Et en même temps, j'avais ce besoin viscéral parce que du coup, j'ai hésité entre me lancer à mon compte et créer une entreprise avec une amie. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'elle a déménagé. Mais
Mais tu vois, je me souviens du moment où on a hésité entre ces 2 choix-là et où je lui ai dit, par contre, faut que tu saches, moi là, j'ai envie d'avoir un bébé. Enfin, genre, c'est peut-être pas pour maintenant, mais clairement, on va pas attendre 3 ans, quoi. Donc, et je sais pas d'où c'est venu, parce que j'avais déjà un magnifique bébé avec qui ça se passait trop bien. Mais ouais, j'ai besoin viscéral. Je sais pas, ouais. Et tu sais pas l'expliquer? Non. Du tout. Et pourtant, je crois pas à ce genre de truc, mais non, mais je suis plutôt scientifique cartésienne, tu vois. Mais là, pour le coup, non, viscéral. Enfin, et mon mari était d'accord avec moi. Enfin, était d'accord avec moi. Il avait aussi cette envie d'avoir des enfants plutôt rapprochés. Mais lui, à 6 mois, il était pas prêt. Il m'a dit, hop, non. Et il a été prêt, ouais, bah, quand on a vraiment pensé à avoir Alexandre, c'est-à-dire vers, août-septembre. Oui, donc Alexandre avait 9-8 mois. Mais en gros, à 6 mois, il était pas prêt, à 9 mois, il était prêt. C'est ça ce que t'es en train de me dire. C'est ça. Le mec a pas non plus perdu trop de temps. Non, quoi. c'est ça. Bah, ça a fait vite. Pourtant, tu vois, je l'ai pas travaillé au corps, j'étais pas derrière lui. Enfin, c'était pas du tout la question. Non, tu as planté la petite graine, quoi. Ouais, non, je lui ai dit, bah, moi, là, oui. Je suis c'est prête. Un oui. Non, mais c'est un go. C'est ça. Moi, là, je suis prête. Et j'ai envie. Après, on est 2. Donc, et puis, c'est un projet de vie. C'est tellement énorme d'avoir un enfant que jamais de la vie. Voilà. Ah, je recommande très peu de forcer qui que ce soit à faire des enfants. C'est la pire idée, je pense. Vraiment. Je ne crois pas. Donc, non, je voulais qu'on soit tous les 2 prêts et prêts mentalement et qu'on ait tous les 2 envie au même moment, quoi. Parce que sinon, c'est la cata. Ok. C'est la cata. Mais ouais, du coup, 2e enfant là qui arrive. Et cette ambivalence là maternelle dont tu parlais un peu plus tôt. Ça m'a même pas empêché, ouais. Ça t'a. Oui, c'est ça, c'est que ça t'a même pas freiné ou tu t'es pas dit oh là Jolly Jumper, calme-toi. Au contraire, ça t'a. Non, mais parce que tu sais, c'est un peu ça que je cherche à comprendre aussi à travers Histoire de Daron, c'est d'où vient l'impulsion de vouloir créer un enfant. Tout en ayant conscience que, ok, c'est vraiment très compliqué. C'est un truc de malade. Ouais, ben non, je pense que malgré cette ambivalence maternelle que je ressens pas tous les jours, mais qui est là et qui, je pense, sera là pour le 2e aussi. Puis qui sera sans doute là très longtemps. Quand ils seront plus grands. C'est ça, bien sûr. Mais non, ça m'a pas... Non, du tout. Non, et puis je suis ravie. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Je sais qu'on va prendre, je dis à mes proches, on va prendre super cher. mais c'est important d'en avoir conscience, de se dire, là, on va se faire un peu écraser par la vie parce que avoir 2 enfants aussi rapprochés, c'est intense. Et on va être très fatigué parce qu'on va de nouveau pas dormir, que je sais pas à quel point ça va perturber le sommeil d'Alexandre. Enfin, on sait pas. Lui, il va retourner. C'est ça, en on sait pas ce qui va se passer. Je vais redevenir un bébé désormais. C'est ça. On sait qu'on va vivre des mois, bien intenses et bien. En termes de sensations, on sera bien chargé, mais c'est un choix aussi et on l'a fait en conscience. On était tout à fait à même de savoir comment ça allait se dérouler, même si tu sais jamais comment ça va se passer. C'est sûr que il y a des fois on se dit, et là, faudra faire ça avec 2 bébés, parce qu'Alexandre sera pas du tout autonome. Donc, oui. Et tu vois, mes filles ont 2 ans d'écart. Je me souviens très bien que la première fois que notre fille aînée, donc qui était encore toute petite, mais qui était propre, tu vois, qui avait genre 2 ans et qui était propre, elle avait pissé sur le parquet, comme ça, random, alors que tu vois, elle avait plus de couches et tout, juste parce qu'en fait, sa petite sœur était là. En plus, elle culpabilisait de ouf et tout. Ça a été vraiment dur, tu vois, de se dire, ok, donc en fait, toi aussi, tu vas redevenir... Toi aussi, tu vas te remettre à redevenir plus propre, en fait, tu vas régresser. Mais ouais, bien sûr qu'il y a ce moment, il y a toujours ce moment-là, quoi. Bah oui, il y a un bébé à la maison, donc du coup... Moi, je veux bien reprendre la place de cette personne-là qui est en train de me la piquer alors que j'étais bien au chaud. Occupez-vous de moi. Ouais, bien sûr. Ouais, non, et puis ça a été un choix. Donc, il y a la grossesse que j'ai mal vécue. Mais mon accouchement a été aussi pas mal sportif. Et en fait, j'ai fait comment ça s'appelle, une hémorragie de la délivrance. Ouais, c'était sympa. De quoi? Alors, c'est en gros, tout s'est plutôt bien passé. Je te raconte le récit de l'accouchement ou juste l'hémorragie de la délivrance? Bon, raconte-moi ce que tu souhaites. En gros, Alexandre est arrivé... il est né un 25 décembre, d'ailleurs. Ok. Voilà. Putain, le pauvre. Ouais. Et en même temps, tu vois, je disais le pauvre avant de l'avoir. Et en même temps, là, tu vois, ça me dérange même plus. Lui, je pense que ça va le déranger, lui, peut-être. c'est relou jusqu'à un certain âge. Hein. Je pense qu'on va essayer de faire vraiment...
c'est super dur. C'est que ton anniversaire, il est noyé dans Noël, quoi. Je pense qu'on va squeezer Noël. Je sais pas comment on va faire. Noël. Je sais pas comment on va faire. Mais au moins une demi-journée que pour lui, quoi. Bah oui. Mais donc non, mon accouchement, en vrai, c'est plutôt bien passé. Moi, j'ai un bon souvenir de l'accouchement, de toute la période accouchement. Mais pas de la suite. C'est-à-dire que tout ce qui a été contraction et tout, moi j'ai demandé la péri assez vite. On est arrivé à la mater vers 7h. J'ai tenu jusqu'à 11h30. Là j'ai dit j'ai trop mal pitié la péri. Il manquait des examens, du coup ils ont dû aller chercher des machins, refaire un bilan sanguin pour être sûr. L'anesthésiste avait oublié de me demander de faire des trucs. Okay. Donc du coup j'ai dû tenir 1h30 en plus. Ils m'ont donné une sorte de gaz hilarant qui donnait à des bébés. Ça a fait mourir de rire mon mari parce que ça s'appelait Calinox. Ça n'a absolument pas marché. Oh, merde. C'était nul. Mais du moins voilà, donc j'ai tenu 1h30 en plus. Et du coup de 13h30 à 19h, le col c'est ouvert petit à petit, mais tranquillement. Et puis j'étais sous péri, alors j'ai même fait une petite sieste parce que du coup j'avais pas dormi depuis. J'ai pas dormi de la nuit en fait du 24, donc du coup j'étais épuisée. Et voilà, le moment des poussées arrive et j'avais des contractions de plus en plus régulières et tout. Et au moment de pousser, mes contractions se sont espacées. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Normalement, quand t'accouches, t'as une contraction toutes les minutes, je crois, à peu près. Et puis après, ça se rapproche. Et moi, du coup, je crois que ça s'est écarté toutes les 5 minutes. Et donc du coup, j'avais beau pousser tout ce que je voulais pendant la contraction pour faire sortir le bébé. En fait, après, on avait 5 minutes où le bébé repartait dans l'autre sens, où il fallait repousser, etc. Donc ça a duré 40 minutes. Ok. Petit bébé, moi je m'en rendais pas trop compte parce que j'étais à moitié shootée par les hormones de l'accouchement, j'étais épuisée parce que j'avais pas dormi, j'étais sous péri aussi, mais que j'avais réussi à plutôt bien doser, donc je sentais, j'étais contente. Mais je me rendais pas compte que ça prenait beaucoup de temps, en fait. Je me rendais pas compte que c'était peut-être pas super top et tout. Pour lui, pour le bébé. Que, oui. Pour moi aussi, mais alors un truc que j'avais pas réalisé, c'est que je savais que ça faisait mal, l'accouchement. J'avais pas réalisé que c'était sportif. La débile. Et donc du coup, mais vraiment, à chaque poussée, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Tellement mon corps est un peu une chochotte. Donc c'était quelque chose. En plus, du coup, ça a duré 40 minutes. Et finalement, du coup, ils ont réussi à sortir mon petit bout. Ils m'ont fait une épisio, mais on était dans une clinique où ils demandaient beaucoup de... Ils étaient très prévenants. Donc du coup, là, ils m'ont dit, écoutez, madame, il faudrait faire une épisiotomie. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai dit oui. Ils m'ont expliqué comment ça allait se passer et ça a été vraiment bien fait. C'était en plus une épisiotomie comment on dit ? Pas en profondeur, justement, mais c'était délicat. Voilà, bref. Je m'arrête. Je vous invite à écouter l'épisode avec Émilie qui parle de son épisiotomie pendant 1 heure. C'était super. Bref. Donc là, c'était très bien fait. C'était super. Il y avait pas de problème. En plus, la sage-femme était incroyable. Et puis là, de toute façon, il y avait un peu urgence pour que le bébé sorte, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc, Alexandre sort. Et moi, je me suis pas rendu compte qu'il y a eu 40 minutes qui se sont passées. Alexandre sort. Et moi, j'attendais que ce moment, c'est que toutes les mamans racontent où tu le prends sur toi et enfin, vraiment, c'était un truc que j'avais anticipé. Ouais, vraiment. Et j'attendais que ça, quoi, parce que j'attendais de le rencontrer, j'attendais d'avoir ce moment incroyable où t'es dans la salle d'accouchement avec ton mari, il est là et tout. Et en fait, Alexandre sort, ils disent, c'est ça. Est-ce que vous voulez couper le cordon? Mon mari dit oui, il coupe le cordon. Et en fait, ils sont sortis de la salle avec Alexandre, direct. Et sauf qu'ils nous avaient rien dit avant. Donc en fait, ils ont été super avec moi dans le consentement et tout machin, mais ça, sur ce moment-là, je pense que ça restera marqué dans nos mémoires. Enfin, puis le moment d'après aussi que je vais raconter, mais surtout ça pour moi, parce que t'as ce côté, j'attends tellement ce moment. Et là, en fait, on n'a pas d'indication. Juste Alexandre est pris dans la salle d'à côté. Tout le monde s'en va. Et on se retrouve à 2. Ils étaient 5 autour de moi, tu vois, parce que je sais plus, il y avait le gynéco, la sage-femme, le machin, le truc. Puis ça a pris du temps, donc je pense qu'ils étaient un peu inquiets et tout, mais sans nous le dire, pour pas nous inquiéter. Bien sûr. Et donc du coup, on se retrouve juste avec mon mari. Ce côté, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va bien ? Comment, enfin, mon fils. Et cette panique, et ça a duré, je sais pas, ça a eu l'air de durer un millénaire, évidemment. Oui, ressenti. C'est ressenti 10 000 ans. Mais donc ils sont vite rentrés en disant tout va bien. Enfin, le gynécologue est déjà rentré pour venir finir du coup de recoudre l'épisiotomie pendant qu'il y avait encore la péri. Et lui, il nous a pas trop donné d'indications. Il nous a dit oui, ça va.
mais encore, parce que là, du coup, mon fils n'est pas là, donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'il a, quoi? Enfin, c'est vraiment, et puis tu viens de mettre au monde l'être le plus précieux du monde pour toi, et il est plus là. Ouais. Donc ouais, ça a vraiment été super dur. Et ce côté, tu vois, bah du coup, ils nous l'ont ramené en couveuse en me disant, bah voilà, Alexandre, il a une détresse respiratoire parce que ça a pris du temps et tout. Là, il est en couveuse, on file en néonate, le papa peut suivre. Ok. Donc je regarde Pierre-Jean, je suis en larmes parce que bah du coup, toutes les hormones qui retombent et tout. Et Pierre-Jean, c'est mon mari, pardon, je n'ai pas dit son prénom depuis le début. et du coup, je le regarde en disant, vas-y, tu files, vas-y. Et il s'en va. Et là, en fait, du coup, bah, je me retrouve toute seule. Ça va à peu près. À peu près, je le sens bien. Tu viens d'accoucher, ton bébé est pas là, ton mari non plus, enfin l'enfer. Et puis il remonte un petit temps après, il me montre des photos, regarde ça Alexandre, parce que du coup moi j'ai pas pu le voir parce que j'étais pas debout, et il était dans des couvertures, machin et tout, j'ai vu sa petite main mais à peine, enfin vraiment hyper frustrant. Et mon mari remonte. Et en fait, pendant le moment où il papote, il me raconte un petit peu qu'Alexandre ça va, on lui a donné des t-shirts à nous, il me raconte un petit peu tout ça. Moi, je suis complètement dans le gaz et en fait, il y a une sage-femme qui vient checker un peu et en fait, on se rend compte que je perds du sang. Elle nous dit ça, c'est pas tout à fait normal. Pourtant, le placenta a été retiré. Donc en fait, moi, tous les scénarios que j'avais entendus, c'est que si je crois que ça fait longtemps, si ton placenta est expulsé, c'est bon, c'est tranquille, tu vois. Donc quand juste après l'épisio, il recoue machin, il me dit bah c'est bon, le placenta est sorti, ok, très bien, il se cicatrise, pas de problème. Donc ça, je l'ai enlevé de ma tête. Tout va bien, je vais bientôt redescendre voir mon bébé. C'était sans compter sur la vie. C'était sans compter sur la vie. Et en fait, il s'avère que du coup, effectivement, ça n'avait pas bien cicatrisé. Et je commence à perdre du sang, mais un peu vénère, quoi. et donc, du coup, donc mon mari voit ça. En plus, lui, le pauvre, il a vécu un truc parce qu'il l'a vécu de l'extérieur. Moi, j'étais pas bien, et puis plus je perdais du sang, plus de toute façon j'étais un peu pas là, quoi. Oui. Donc c'était horrible pour moi aussi, mais en soi j'avais pas cette vue extérieure que lui a eu. Et lui en plus il avait ce côté d'être entre nous deux, de devoir faire l'aller-retour petit à petit entre lui et moi. Et donc du coup en plus t'as ce côté bah ça y est, j'ai accouché, Alexandre va pas bien, enfin vraiment c'est montagne russe continuelle de donc là, en fait, on découvre que j'ai une hémorragie. Il rappelle tout le monde. Il va falloir me faire un... Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom technique, tu vois, là en tête. Mais en gros, c'est... Je te donne les détails ou pas ? Parce que c'est vraiment pas sympa. En gros, il faut qu'ils enlèvent le sang de ton utérus. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a des caillots qui sont restés. Et donc, du coup, ils commencent par faire... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'énerve. Mais en gros, ils mettent ta main dans ton utérus, ils rentrent par le vagin et ils t'enlèvent les caillots de sang. Super. Sachant que là, du coup, la péridurale ne fonctionnait plus. Oh c'était horrible. C'était horrible. Et en plus, ils sont plusieurs à être passés. Parce que du coup, t'as la sage-femme qui passe en premier et le gynéco est repassé pour être sûr que tout était bien, machin et tout. Et ils ont dû le faire, je crois, 2 fois. Oh là là. L'épisio avait sauté, du coup, ils ont dû recoudre. Enfin bref, c'est tout un truc de... Et puis en plus j'avais cette machine de tension qui me prenait la tension en continu et ça n'allait pas et du coup vite ils m'ont refait, enfin, j'étais branchée de partout, j'avais des fils à droite, à gauche, j'avais ce côté où je perdais de mon sang, où j'ai perdu à peu près 1,5 litre je crois. Okay. Et quand j'ai parlé avec une sage-femme, en plus je sais que c'est que la première étape, donc j'ai échappé à toutes les autres, mais t'as ce côté où vraiment c'était vraiment horrible. Ouais. C'était vraiment horrible, mais moi l'accouchement en tant que tel, donc la période avant, c'est très bien passé, même si c'était un peu sport, mais c'est vrai que cette période-là, c'était vraiment quelque chose. Et du coup mon mari de redescendre pour aller voir Alexandre, de remonter, de me trouver encore moins bien parce que plus il remontait, en fait dès qu'il remontait c'était de pire en pire parce que du coup je reperdais de l'attention, je refaisais un malaise, je machin, je truc, donc en fait j'ai quitté la salle. J'ai accouché à 19h et quelques et j'ai quitté la salle d'accouchement, il était 2h du matin. Oui. Ça du coup j'ai eu une sonde urinaire
parce que je... Tu dis ça comme si c'était le pire truc, mais franchement, je pense que dans ma tête, c'était le pire truc. Non, le pire, c'était la main. Vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était horrible. En termes de douleur, c'était ce que j'ai vécu de pire. Je crois que c'était même pire que l'accouchement en termes de douleur. Parce que j'ai pas vécu les contractions sans péri, hein, mais c'était vraiment une douleur, je hurlais, tu vois, sur la table. Enfin bref, c'était horrible. Horrible. Je crois que je n'arrive même pas à compatir plus que ça parce que je n'imagine pas en fait ce que ça peut faire, mais c'était quelque chose vraiment, c'était horrible. Et en même temps, c'est sans doute l'hémorragie le plus grave, tu vois, parce que c'est limite pas ça le plus grave, je crois que c'est l'hémorragie. Non, bien sûr, c'est l'hémorragie, et c'est pour ça qu'ils ont géré ça. Enfin, franchement, l'équipe a été incroyable, tu vois. Enfin, et tout dans le consentement et tout. Enfin, vraiment. Passé, quoi. Et heureusement qu'ils étaient là, tu vois. Et toute l'équipe, tu vois, Et du coup, tu vois, j'étais tellement branchée de partout. Donc, je pense que si c'est ça le pire pour moi, parce que tu vois, j'ai vécu ce truc de douleur, de machin, de truc. Mais le pire pour moi, c'était de pas avoir mon bébé, tu vois. De pas l'avoir. Enfin, je pense que vraiment, j'avais un besoin de le voir, de l'avoir, et je l'ai pas vu. Tu vois, t'as ce côté, il est sorti de moi, il est là, il est quelque part, mais je l'ai pas vu. Il y a un truc très animal qui joue, quoi. Ouais. Et ce côté, bah, du coup, tu vois, j'étais piquée de partout. J'avais cette sonde urinaire. Et en fait, je pouvais pas bouger. J'étais de mon lit. Donc, du coup, une fois qu'on est sorti, en fait, je pouvais pas aller dans sa petite chambre de néonatalité parce qu'en fait, je rentrais pas dedans. Donc, les infirmières ont été adorables parce que du coup, elles m'ont fait passer. J'ai pu passer mon bras au-dessus de son berceau pour lui toucher la main seulement. Mais je l'ai pas vu. Tu vois, j'avais mon mari qui prenait des photos, mais alors lui, il avait son petit masque, petit chéri, avec son petit masque respiratoire et tout. Enfin, pareil, il était dans un état sympathique. Et donc, du coup, on est rentré dans la chambre à 2. Et c'était trop dur, quoi. C'était trop dur. En plus, j'avais faim. C'est un des trucs que j'ai le plus dit. J'avais l'appareil à tension et la sonde urinaire que je voulais absolument enlever. Donc, toutes les 3 secondes, j'étais là. Et là, vous pouvez me les enlever, s'il vous plaît. J'étais là, non, madame, il va falloir qu'on vous les laisse encore un petit peu. Pourquoi tu voulais l'enlever alors que ça sert à ce que t'ailles mieux, non? Ouais, mais en fait, c'était la sonde urinaire vraiment horrible. Ça, c'est pareil. Non, vraiment. J'imagine pas, mais en termes de sensations, je trouve ça horrible. Et il y a un côté pour autonomie, tu vois. J'avais envie d'aller aux toilettes toute seule. Je pense que j'en aurais pas été capable, mais mais quand même, tu vois. Et ce côté, moi, j'avais faim, j'avais envie de manger, tu vois. Et vu qu'ils étaient pas sûrs, enfin, tant qu'ils sont pas sûrs de pas t'amener au bloc, de toute façon ils te donnent rien à manger parce que t'es encore sous truc, donc j'ai eu le droit de manger, ça c'était trop bien. Et le lendemain midi, ils nous ont amené Alexandre dans la chambre et c'était trop bien, notre première rencontre et tout, et c'était génial. Mais le personnel a été top parce que pour le coup ils allaient même le matin, tu vois, parce que du coup mon mari a dormi avec moi. Et le matin, ils sont venus avec des photos d'Alexandre en disant « Regardez, il va bien, regardez ». Enfin, tu vois, c'est vraiment cool. Cette notion de « ils savaient que c'était dur pour nous », sans qu'on ait forcément demandé, parce que moi, j'étais vraiment pas bien. Mais ouais, et tu vois, on a traversé tout ça, et on est parti pour un deuxième en si peu de temps. Et le pire du tout, c'est qu'en fait, quand t'as fait une hémorragie de la délivrance, ma gynécologue m'a dit, vous avez des chances d'en refaire une. Et tu vois, t'as ce côté, on a 50%, enfin peut-être pas 50%, mais on a des chances de repartir là-dedans, consciemment. On n'est pas bien, tu vois. Il y a un truc il y a un truc dans ta tête où tu te dis, mais en fait, tu sais que tu vas pas dormir. Tu sais que c'est galère quand même, un enfant. Tu sais que t'es passé par tous ces trucs-là physiques et que c'était horrible. Et t'es reparti. Pourquoi? Que sais-je? Mais tu sais, c'est pour ça tout à l'heure que je te demandais, tu vois. C'est que tu sais même pas. C'est une sorte de. Mais non. C'est le moment. Ouais, et puis j'ai viscéralement envie d'un bébé, tu vois. Enfin, et de cet aspect tellement. Enfin, ça fait très égoïste dit comme ça, tu vois, mais c'est. Non. Parce que. Non, je trouve ça trop chouette, vraiment, l'aspect. Animal. Le côté mammifère, quoi, tu vois. Parfois, ça nous renvoie. J'ai l'impression que la maternité, alors en particulier la maternité, mais j'allais dire la maternité, la paternité, ça nous renvoie à notre aspect vraiment animal, quoi. Ah ouais, non, c'est un truc de malade. T'es complètement là-dedans, quoi, tu vois. Tiens, t'as besoin, quoi, tu vois. Ouais, ouais, pour le deuxième, là, vraiment, je me l'explique pas. Et tu vois, malgré tout ce qu'on a traversé, j'avais vraiment ce côté de dire, on va pas se promettre des trucs, tu vois. On est passé par des trucs tellement. Enfin, moi, quand ma gynéco, elle m'a dit, vous savez, une fois qu'on en a fait une, c'est possible, quoi, de recommencer, et il faut le savoir. Mais du coup, de se dire, ok, sur le ton sur lequel elle me l'a dit,
c'est que vraiment, c'est pas 50-50, mais c'est que ça peut arriver, quoi. Vraiment, vraiment. Et en même temps, tu vois, du coup, là, je me dis, je suis préparée, je sais que ça peut arriver. Je vais clairement prévenir la maternité. Ouais. En leur disant, les gars, on est déjà passé par là, soyez prêts, quoi. Mais ouais, non, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Et ouais, non, c'était intense comme accouchement. On en est sorti. Ouais. Et mon mari, il m'aime encore plus que moi, je pense. Parce que vraiment, il y avait ce côté, je vais perdre ma femme et mon fils, quoi. Le côté, il avait l'impression qu'il allait nous perdre tous les deux, mais moi, il m'a dit plus jamais. Et pourtant... Bon, on est reparti, mais vraiment pendant un temps, il m'a dit mais plus jamais, quoi. Enfin, je fais plus jamais ça, moi. Je vous aime trop. Je veux pas que vous mouriez. Mais pourtant, on était dans les mains de l'équipe médicale et il y avait pas de. Mais tu vois, je me dis qu'au moins pour la prochaine, t'auras pas fantasmé ce truc de, tu sais, du moment où t'as le pot à pot, etc. Non. Parce que pour moi, c'est l'un des trucs aussi, tu vois, qui te met dedans, entre guillemets, sur le moment. C'est que tu t'es projeté ça. Et puis c'était un besoin, ouais. Et c'est cool, tu vois, de se le projeter, mais je crois que c'est hyper important aussi de se dire, non, mais ça peut aussi pas du tout se passer comme ça, quoi. Et tu vois, ça, c'était des scénarios que j'avais pas envisagés. J'aurais dû les envisager. Alors que tu me disais que t'étais en mode, je crains toujours le pire, etc. Mais... Et tu vois, l'hémorragie de la délivrance, du coup, moi, je pensais que c'était que quand le placenta était pas bien expulsé. Donc, tu vois, déjà ça, moi, j'avais écarté l'image, le truc de me dire, bah, ça n'arrivera pas, du coup, puisque c'est bon, le placenta est parti, nickel, pas de problème. Et pareil, ouais, le côté, le fait de pas avoir son bébé forcément, je savais pas. En fait, je pense que j'avais envisagé les scénarios pour moi, mais pas pour lui. Et du coup, ce côté, ouais, parce que c'est pas rare, en fait, d'avoir son bébé qui est pas là, ou que de devoir porter assistance au bébé tout de suite, c'est clairement pas rare. Oui. Mais je pense que je l'avais pas projeté. Et du coup, ouais, c'est ce côté, vraiment, ouais. Et j'ai eu besoin, et c'est peut-être dû à ça, hein, mais de vraiment l'avoir beaucoup en pot à pot après, j'avais trop besoin. Mon mari, lui, il s'en occupait des gestes du quotidien. Tu vois, il avait ce côté, je vais le changer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me faire machin. Et tu vois, moi, j'ai besoin de câlin. Donc, du coup, je le prenais toujours sur moi. Et il y a des fois, je disais, bah, tu le veux? Parce que j'avais l'impression de le monopoliser. Il me disait, bah, non, moi, je profitais pendant que je changeais sa couche, je profitais pendant que je donnais le biberon et tout. Et ouais, moi, j'avais vraiment ce besoin de proximité corporelle, quoi. T'as donc un bon mari qui est un bon papa, c'est ça qui s'occupe. Ouais, il est top. Il est top. Et puis vous allez, comme tu disais, vous avez besoin d'être à deux là. Vous allez avoir besoin d'être encore plus. Encore plus. Non, il est top. Et ce qui est cool, c'est que on a tout de suite fait comprendre à la maternité que de toute façon, c'est lui qui s'en occupait aussi et qu'il avait un rôle à part entière. En plus, je pouvais pas bouger. Donc du coup, on a tout de suite fait comprendre que vu que je pouvais pas bouger et que de toute façon, ils allaient lui expliquer à lui et que c'était pas à moi qu'il fallait donner les explications. Et en fait, ils ont été super top parce que tu vois, j'ai pas pu bouger des 2 premiers jours. Parce qu'en gros, le premier jour, j'ai récupéré assez vite. Mais j'avais la tête qui tournait beaucoup parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Oui. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai plutôt bien récupéré assez vite. Et donc du coup, bah, tout ce qui était change, tout ce qui était, plein de trucs comme ça où il lui expliquait à lui tous les soins, etc. Et j'ai trouvé ça bien qu'il nous ait suivis dans la démarche de, bah en fait, là c'est lui qui fait. Et il y a pas de problème, il va m'expliquer. J'ai pas besoin d'être référente parentale. Enfin, c'est ça, on essaye de le faire pour beaucoup de choses. Tu vois, la crèche, le premier numéro c'est le sien. Ah, trop bien. C'est pas le mien. Enfin, on essaye vraiment de montrer aux équipes que en fait. Qui gèrent notre fils. Il faut, hein, ouais. C'est vraiment un vrai truc. Et puis il faut les rééduquer aussi, exactement. Non, mais sinon, parce que nous, on est prêts, mais c'est ça. Ouais. C'est ça, bien sûr. L'interlocutrice principale. On avance dans le bon sens. Et ça, c'est cool, tu vois, d'être aussi capable de faire taffer le papa et en fait, comme tu dis, d'éduquer le reste de la société. C'est lui en prums, quoi. De ouf. J'ai une question pour toi, une dernière question. Ouais. Imagine, alors, c'est un garçon ou une fille, tu sais pas encore? C'est sûrement une fille. C'est sûrement une fille. On saura dans 3 jours. Ok. Mais donc imagine que tes 2 enfants écoutent ce podcast dans 10 ans. Allez, le deuxième aussi. Bah oui, il sera là. Mais oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Que je suis fière d'eux. Quoi qu'ils deviennent. Et qu'ils n'ont pas besoin de nous, même si on sera toujours là pour eux. Et qu'on les aime très fort. Ouais. C'est bateau, hein, mais... mais clairement, j'essaye et j'espère qu'on saura leur transmettre que, en fait,
ils ont pas besoin de nous rendre fiers, mais qu'on sera fiers d'eux quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils deviennent. Parce que ce sera de toute façon de magnifiques personnes. Voilà. Merci Mathilde. C'est très gnangnan. Non, c'est pas gnangnan. Faut que tu te juges. Merci beaucoup, en tout cas, c'était chouette. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.